Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias, des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 2 qui va du 6 au 12 janvier. Alors cette semaine, j'ai vu pas mal de choses, notamment j'ai vu un tutoriel, une série de tutoriels pour Godot. Alors Godot, ce moteur de jeu qui permet de coder assez simplement des jeux. Donc la série de tutos est très très bonne, j'ai commencé à les suivre. Le seul point qui était un peu embêtant et qui m'oblige un peu à réfléchir, mais au final, ça m'oblige aussi à regarder comment ça marche, etc. C'est que ces tutos ont été faits dans une version ancienne de Godot. Et donc, il y a pas mal de choses qui ont changé. Mais on va retrouver, grâce aux commentaires sous les vidéos, en fait, des petits tips qui vont nous permettre d'avancer et de mettre en place les différents éléments du tuto. Sinon, cette semaine, j'ai été voir aussi Bluey, le spectacle, qui était vraiment sympa. Je suis allé le voir en famille, c'était assez drôle. Mon enfant a beaucoup aimé, j'aime bien. C'est Bluey, c'est assez rafraîchissant, en fait, comme dessin animé. C'est plein de bons feelings. C'est un dessin animé qui est vraiment feel good. Et le spectacle pour enfants avec marionnette n'échappe pas à la règle, c'était vraiment sympa à regarder. J'ai regardé aussi Reincarnated as a Sword. Au début, j'étais pas trop convaincu par cet animé sur Netflix et au final, je suis tombé dedans. C'est assez drôle. C'est vraiment méta en mode MMORPG jeu vidéo, un peu comme Overlord en fait. Et ça peut faire une bonne source d'inspiration pour de la fantasy sur des jeux comme Quest ou autres. Alors moi, j'ai bien aimé la partie sur les donjons et la mythologie qui intègre un peu le méta en fait dans l'univers, le pourquoi les donjons apparaissent, pourquoi les monstres sont là, comment se fait-il que certaines personnes aient des titres ou des compétences particulières. C'est assez marrant et ça se regarde très facilement. J'ai aussi regardé la vidéo de Cal Newport Should You Disappear. Alors j'aime bien ce que fait Cal Newport et surtout son format en fait en termes de vidéo est très sympa. Il y a 20 minutes sur une question ou un événement particulier. Il parle un peu de ses produits, puis de son sponsor et là il répond à certains cas pratiques en fait 3-4 questions d'auditeurs. Donc après l'information dans cet épisode me parle quand même moins. J'ai pas regardé la vidéo dont il parle qui incite les gens à disparaître, mais son analyse semble assez mesurée. Il arrive à mettre en évidence en fait deux côtés à cette injonction à disparaître en ligne. Donc la vidéo paraît parler de disparaître en ligne pour mieux se concentrer et revenir avec succès. Il pointe que beaucoup de thèmes paraît dédié à des hommes blancs, en fait, des jeunes hommes blancs, et que cela lui paraît pas toujours être de bonnes idées à appliquer directement comme ça. Ensuite, il mesure un peu son propos sur le fait que pour beaucoup de jeunes personnes, maintenant, l'existence en ligne est très importante, voire prend beaucoup, voire trop de place en fait dans leur vie et que les étapes présentées peuvent effectivement être difficiles à franchir et apporter quelque chose, une certaine déconnexion. Alors bien sûr, il préconise toujours une sorte de sobriété, minimalisme numérique, comme dans son livre, mais il comprend aussi la démarche un peu de cette génération digitale native d'avoir du mal à quitter les réseaux sociaux parce que leur identité s'est beaucoup construite en ligne et sur ces réseaux. Donc j'ai bien aimé la façon dont il nuance et il mesure ses propos en fait là-dessus. Et dernière chose que j'ai regardé The Imminence in Shadow, donc c'est un autre animé sur Netflix, un peu dans la même idée que Reincarnated as a Sword, mais en moins sympa je trouve, c'est plus confus, l'histoire a l'air moins bien ficelée, les motivations du protagoniste sont assez étranges. En fait, il raconte c'est une personne qui s'est réincarnée dans un autre monde, qui a des pouvoirs et qui du coup utilise ses pouvoirs pour monter une sorte d'organisation, mais il a l'impression en fait un petit peu que lui il invente les choses au fur et à mesure et en fait ce qu'il a monté comme organisation et ce dont on imaginait que l'organisation allait se battre contre existe vraiment dans l'univers, mais on ne sait pas en fait au fur et à mesure s'il le sait que ça existe ou s'il est toujours dans le délire que tout ça c'est des histoires. Donc c'est un peu confus, c'est pas facile à suivre. Cette semaine, j'ai continué à lire Avoir le courage de ne pas être aimé. Alors, pas mal de choses font écho à mes recherches personnelles, des pistes d'amélioration que j'avais. Je trouve ça assez bien fait, plutôt accrocheur. J'ai un peu plus de mal avec la vision sur l'éducation des enfants, notamment parce que mon enfant est encore très jeune et je suis pas sûr de pouvoir vraiment être dans la vision qui est proposée avec un enfant aussi jeune en fait. Ce que j'aime par contre particulièrement, c'est le principe de séparation des tâches. Ça rentre vraiment en écho avec ma recherche de limites et de mise en place de limites. J'avais déjà parlé de ça un petit peu en disant que les limites, ça pouvait être des barrières pour indiquer aux autres de ne pas le franchir. Mais ça peut être aussi des barrières pour nous, pour nous dire qu'il fallait pas s'engager sur tel ou tel chemin. Ici, le principe de séparation de tâches veut qu'on s'occupe des tâches en général qui nous incombent et qu'on ne s'intéresse pas aux tâches des autres. Sauf si on propose notre aide ou si une demande est faite dans ce sens-là. Et la définition pour savoir si une tâche nous incombe est la suivante. Il y a une manière facile de savoir à qui incombe une tâche. Il faut se demander qui, au bout du compte, va subir la conséquence du choix qui est opéré. Et je trouve que c'est très intéressant en fait comme phrase, la façon dont on peut réfléchir à qui doit faire quoi. Et je pense que je vais essayer de tester un petit peu tout ça. Cette semaine, sinon j'ai écouté toute une série de podcasts qui s'appelle le Psy au travail, des épisodes en fait autour du debunking
témoignages, des théories de management New Age moderne, etc. J'aime beaucoup la façon dont il s'y prend, les invités qu'il a et qui découvre que beaucoup de théories managériales actuelles n'ont vraiment aucun fondement scientifique, ou alors se basent sur des études qui ont été tellement tordues dans tous les sens qu'elles ont plus rien à voir à la fin entre la théorie et l'étude de base. Donc quelque part, ça me conforte un peu sur ma vision du monde du travail, de la tâche managériale. Je comprends un peu mieux aussi pourquoi j'ai de plus en plus de mal avec le marché du travail actuel. Et puis, à côté, ça me fait penser aussi à pas mal de choses en termes de management et de changement de management qui se produit dans les années 2010 où on a vu que ce soit avec la CAF, avec France Télécom Orange, avec EDF, GRDF, etc., des séries d'immolations, de suicides, etc. Et tout ça est arrivé à peu près à la même période, 2010-2020. Et je pense qu'il y a eu un gros changement dans les façons de faire managériales et il y a ces théories, je pense, peuvent être expliquer une partie des choses. J'ai aussi écouté l'épisode des traversées ludiques. C'est quoi bien jouer au jeu de rôle? Un excellent épisode sur une question un peu provoque. C'est quoi être un bon ou un mauvais joueur de jeu de rôle? On y retrouve surtout en fait une définition des rôles MJ, PJ, des attentes aussi de la table. Et je découvre aussi que dans le GN et dans le LARP, en fait, c'est très développé de faire des castings en fait pour les personnages. Et je pense que dans certains cas, ça peut vraiment être une bonne idée de choisir, trier ses joueurs pour savoir qui on va avoir à la table, s'assurer d'avoir une bonne ambiance, une attente commune. Je pense que ça peut être une chose que peux mettre en place sur certaines de mes tables. Sinon, j'ai aussi écouté l'épisode de Tech Café, l'interview sur Aldoria, la surveillance des satellites. Donc, c'est un épisode que j'ai trouvé très intéressant sur la gestion des débris spatiaux, qui est un sujet qui va exploser avec le développement du civil et du privé pour l'envoi d'objets dans l'espace. Ça pose aussi pas mal de questions sur les buts, les enjeux qui vont jouer dans l'espace d'ici aux prochaines années, comment les gouvernements vont gérer ça et comment les nations vont s'entendre pour essayer de le gérer ensemble. Donc, c'est un peu compliqué. Cette semaine, sinon, j'ai travaillé sur différentes choses. Donc, toujours mon village Cardiwell pour la Bretagne. J'ai continué à travailler sur Brume, donc mon jeu que je veux d'horreur merveilleuse, et j'ai repris en fait mon setting de Bretagne pour Monster of the Week. Là, je suis en train de revoir un petit peu les textes et faire une version entièrement textuelle, sans images, puisque c'est vrai que j'avais utilisé en fait des outils de génération d'images par IA pour générer des images, pour avoir un document que je trouvais assez sympathique. Maintenant, c'est vrai que vu tout ce qui traîne autour de l'IA, maintenant qu'on sait un petit peu comment ont été entraînés les IA, les datasets, etc., je pense que je vais repartir juste sur mes propres textes et puis on verra. C'est de toute façon l'idée de mon setting pour Monster of the Week, c'est vraiment les textes qui priment. Les images, c'était juste là pour aérer la mise en page et donner un petit peu un visuel un petit peu sympa et uniforme tout le long du bouquin. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est les textes. Donc, je vais travailler là-dessus et essayer de faire une version vraiment épurée d'IA. Et sinon, cette semaine, j'ai testé Godot, Godot Engine, le fameux moteur de jeux vidéo avec la série Tito. Moi, j'ai testé, c'est très sympa. Ça a l'air vraiment simple en termes de prise en main. Alors attention, quand je dis simple, c'est quand on a déjà une expérience de développement en fait, parce que il faut quand même aller faire du code, il faut quand même aller développer, il faut quand même aller comprendre à quoi qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'une fonction, etc., etc. Donc, si vous avez jamais fait de code, ça va pas être simple du tout. Mais si vous avez déjà un petit background en termes de développement, oui, Godot, ça a l'air vraiment très simple en termes de prise en main pour faire un jeu. On va pas jusqu'au no-code, on va pas jusqu'au WYSIWYG, on retrouve quand même beaucoup de choses qui sont là pour simplifier la vie et créer des jeux, notamment, je pense, le moteur de gravité intégré, etc. Ou, à mon avis, si on l'a pas directement là, ça doit être un peu plus une purge à développer. Et ben voilà, c'était tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!